Alors, je vous présente en quelques minutes Virginie Delalande. C'est une femme d'exception, je peux le dire comme ça, Virginie, vous m'y autorisez. C'est une femme qui s'est battue, je pense, toute sa vie contre les préjugés, qui fait preuve d'une volonté de faire, puisqu'elle a été diagnostiquée à 9 mois sourde. Les médecins ont expliqué à ses parents qu'elle ne parlerait jamais. Alors vous imaginez bien que devenir avocat, c'était absolument impossible. Et Virginie s'est battue pour faire mentir tout ce monde-là et pour prouver que finalement, les seules limites que l'on a, ce sont celles que l'on se fixe. Alors moi, je suis vraiment ravie de vous accueillir au sein de notre académie. Vous avez avec vous, Virginie, des personnes qui sont en poste et qui aujourd'hui ont fait le choix de se former pour progresser à la fois personnellement et professionnellement. Et on a voulu vraiment vous inviter pour leur prouver qu'en fait, rien n'est impossible. Donc, je précise simplement qu'effectivement, vous êtes sourde et qu'il va falloir pour les gens qui souhaitent intervenir et qu'il y a des questions. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous intervenez au niveau de la conversation et je poserai les questions en direct à Virginie, soit il va falloir faire en sorte qu'on vous voit puisque Virginie lit sur les lèvres et à ce moment-là, vous pourrez évidemment intervenir. Voilà. Ces préalables étant faits, Virginie, j'ai hâte de vous écouter et de nous faire avec plaisir partager votre parcours de vie. Je vais parler avec une voix. Cette voix, c'est peut-être drôle, mais mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. À 9 mois, on a dit à mes parents que je ne parlerais jamais. À 18 ans, on a ri de moi. Lorsque j'ai annoncé que je gagnerais bien ma vie avec ce handicap. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi cela vaut-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'injustice, celui qui vous prend aux tripes, là, et vous empêche de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Bref, vous l'avez compris, je suis une femme, je suis blonde, j'ai un handicap, mais étiquettes parfaites pour refuser. Et tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêves, mais surtout une femme qui n'abandonne jamais, jamais. Et parce que nous traversons tous dans notre vie professionnelle ou personnelle des moments difficiles. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous 3 clés pour vous aider à ne jamais, jamais abandonner une plus. Vous êtes prêts? Super. La première de ces clés, la persévérance. Juillet 2016, je suis nommée chef de projet marketing après 8 ans de droit. Ma mission était d'adapter les produits, les services et le parcours client pour les personnes en situation de handicap. Dans l'entreprise, 2 personnes me soutenaient inconditionnellement. Le PDG de l'entreprise, et la directrice marketing et communication. Le 6 juillet, c'est mon premier jour. Je me présente à mes collègues dans ma petite tenue professionnelle du droit. Robe bleu marine au-dessus du genou. Brossille impeccable. Talons. Je me présente donc avec enthousiasme et explique à mes collègues ma mission.
2 minutes plus tard, la directrice marketing nous annonce la mutation avec effet immédiat au siège du groupe d'où je venais. Pardon. Une semaine plus tard, j'apprends par hasard de la presse que notre PDG venait de donner sa démission. En l'espace d'une semaine, je venais de perdre 2 vrais piliers. Et bien sûr, comme on dit toujours, jamais 2, ça, 3. À ce retour de vacances, mi-août, mon manager m'annonce que mon budget annuel pour mener à bien ma mission venait d'être supprimé. Et vous, je suis sûre que vous avez déjà vécu dans votre vie professionnelle ou personnelle quelque chose de si difficile. À ce moment-là, que se passe-t-il dans notre cerveau? Notre petit moi qui a peur, notre démon intérieur se réveille, se donne forme. Mais retourne dans ton service juridique, tu passes tout le temps, bla 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 bla. Et allons-nous nous laisser nous occuper de réaliser nos rêves? Merci. Oui. Au contraire, protégeons nos rêves. Alors, pour être persévérant, que faut-il? Excusez-moi Virginie. Élan, il faudrait juste couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que faut-il? 3 choses. La première, vous devez avoir un objectif clair. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Et ma mission était d'adapter les produits, les services et le parcours client pour les personnes en situation de handicap pour leur donner la même liberté de choix que n'importe qui. Et surtout, leur offrir des produits exactement adaptés à leurs besoins. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est un désir puissant. Vous devez avoir très, très envie d'y arriver parce que le résultat est très important pour vous. En tant que consommatrice, je m'étonne que les entreprises aient tellement de mal à comprendre mes besoins. Parce que je le veux bien. Imaginez, si vous avez un problème avec un produit ou un service, comment contacter le service client si vous ne pouvez pas téléphoner et s'ils ne répondent pas à vos emails? En fait, ce qui est important là, ce n'est pas la grandeur de votre problème, mais la puissance que vous allez mettre dans votre envie de le résoudre. Et puis, la troisième chose que vous devez avoir, c'est une sortie de zone d'habitude. C'est-à-dire que vous devez avoir tellement envie d'y arriver que vous êtes prêt à tout pour ça. Vous devez même parfois apprendre à échouer pour ensuite trouver le bon chemin et réussir. Rappelez-vous vos petits services marketing. Parce que j'ai demandé, certains de mes collègues m'ont donné jusqu'à 70 000 € quand leur budget individuel était entre 450 et 750 000 € par an, avec 70 000 € au total. Eh bien, j'ai adapté 3 200 dialogues à l'accueil des personnes en situation de handicap. J'ai rendu une 200 nouvelles dialogues accessibles à des coûts négociés. J'ai adapté 2 gammes de produits sur 5 aux besoins de nos clients. Et évidemment, j'ai permis à nos clients sûrs et malentendants de pouvoir contacter le service qu'ils souhaitaient, soit en langue des signes,
tu vois, par téléphone avec votre question écrite. Et vous, rappelez-vous la dernière fois que vous êtes sorti de votre zone d'habitude. C'était quand? Pour réussir, persévérer à chaque difficulté, car c'est là que la différence se fait. Si vous abandonnez à ce moment-là, c'est exactement comme si vous gommez, vous effaciez tous les efforts que vous aviez fait jusqu'à présent. Est-ce vraiment ça que vous voulez? Pire, si vous abandonnez, souvent vous vous considérez comme des ratés. Vous confondez l'échec de votre projet avec l'échec de votre personne. Et pourtant, quand on regarde bien, l'échec nous sort de notre zone de confort, nous amène vivre l'aventure, la vraie, celle qui s'approche des règles et des modes d'emploi, celle des grands explorateurs qui jadis quittèrent leur pays pour de nouveaux horizons, celle des grands scientifiques qui firent par hasard les découvertes du siècle, celle des grandes femmes et des grands hommes d'aujourd'hui qui construisent un monde meilleur. Et quand nous analysons ces destins extraordinaires, tout part d'un échec, d'une injustice, d'une douleur à l'âme, mais aussi d'une volonté farouche, d'une envie passionnée d'y arriver. Et voulez-vous vibrer, sentir ce feu, cette flamme, cette force de vie couler dans vos veines, comme elle coule dans les mers? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Si oui, je pense que ma deuxième clé va vous aider. Et ma deuxième clé, c'est la confiance en soi. Alors ça paraît basique, mais papa m'a dit, tu ne parleras jamais. Tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire. Tu n'auras pas à te battre. Personne ne voudra se marier avec toi. Tout le monde m'a envoyé des messages négatifs. Mes professeurs, les médecins, même gens qui ne me connaissaient pas. Et pour mes études de droit, on m'a dit des choses comme Virginie, tu sais, tu devrais faire une petite université familiale de province. Ce sera plus facile pour toi. Alors, dans l'absolu, on n'a rien contre les petites universités familiales ou de province. Mais j'habitais Paris. Je voulais avoir la même vie que les autres, les mêmes rêves ambitieux. Je voyais bien comment mes amis pesaient, comment ils pensaient, comment ils vivaient. Et je ne me sentais pas tellement différente. J'avais confiance en mes capacités intellectuelles. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment, vous essayez de vous mettre la tête sous l'eau, que vous sous-estimez, que vous faites sentir que vous n'étiez pas à votre place, que vous n'y arriverez jamais? Je propose de faire une petite pause et de vous demander 2 minutes. Quelle est la capacité de ces personnes à juger de quoi vous êtes vraiment capable? Ces personnes-là ont-elles déjà vécu votre histoire? Connaît-elle l'intensité de votre motivation? Est-ce que l'image qu'elle vaut de vous est conforme à la personne que vous êtes
vraiment. Autrement dit, allez-vous laisser les autres décider de votre vie à votre place? Non, non. Ne laissez jamais personne vous dire à votre place de quoi vous êtes capable. Ne laissez jamais personne ne plus définir le regard que vous portez sur vous-même. Jamais. Et d'ailleurs, si quelque chose vous paraît impossible, souvent, c'est une croyance. Et les croyances ont un pouvoir extrêmement puissant. Elles peuvent être sources de motivation, c'est clair, mais elles peuvent aussi et surtout être sources d'immobilisme. Et pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, je propose de vous raconter une petite histoire. Pendant très très longtemps, tout le monde imaginait que la Terre était plate comme une pizza. Donc au bout d'un moment, vous tombez dans le vide. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène de Cyrène, alors directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, émis pour la première fois l'hypothèse que la Terre pouvait être ronde. Il s'est même amusé à mesurer la circonférence de la Terre. Il ne s'est trompé que quelques mètres près. D'après vous, combien de siècles a-t-il fallu pour vérifier cette croyance? Combien de siècles? Il a fallu attendre le 15e siècle après Jésus-Christ. Merci Magellan. Ce que je connais de moi aujourd'hui ne s'arrête pas là, une monorisme s'arrête. À l'au-delà, explorons le champ de nos possibles. Et si parmi vous, quelqu'un pense qu'il ne veut rien, qu'il est un incapable, c'est un mensonge que vous faites à vous-même. Parce que de ces deux croyances négatives naît la médiocrité. À quoi vous essayez de faire les choses si de toute façon je suis convaincue que je vais les rater? Mais justement, je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être. Et c'est ça, la confiance en soi. C'est oser avancer malgré le vent contraire. C'est sentir cette petite étincelle de vie à l'intérieur de nous qui nous dit « Mais je calme !» Et y aller. Et y aller. Concrètement, comment ça marche? À l'intérieur de notre tête, nous avons deux petites voix. La première que nous connaissons bien, c'est celle que nous avons entendue tout à l'heure. Virginie, retourne dans ton service juridique. Tu pars tout le temps, blablabla. C'est ce petit moi qui a peur, qui nous critique, qui nous juge sans arrêt. Mais Virginie, pourquoi tu dis ça? Pourquoi as-tu fait ça? Mais tu ne t'as quand même pas habillé comme ça. C'est aussi ce petit moi qui joue la victime. Pourquoi moi? Cette voix-là, c'est la voix de notre petit démon intérieur, notre protecteur intérieur. Cette voix-là, c'est notre pire ennemi. Parce qu'elle nous aide à trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller. Je suis trop jeune, je suis trop vieux,
Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas laboré. Je n'ai jamais fait. Ça va être nul. J'ai un handicap. Etc. etc. C'est comme la liste du Père Noël. C'est une très très longue liste. Et d'ailleurs, autrement, qui parmi vous quand même me connaît bien la voix de ce petit démon? Et puis, nous avons une autre petite voix, beaucoup plus discrète seulement. Une petite voix qui nous veut beaucoup de bien. Elle nous dit, mais pourquoi pas? Et si on essayait? Cette petite voix, c'est la voix de notre étincelle de vie, de notre tripes, de notre cœur. C'est elle qui nous connaît le mieux et qui sait de quoi nous sommes vraiment capables. Et c'est cette petite voix-là qu'on a appris à reconnaître et à écouter. Et là, normalement, c'est le moment où vous vous dites, pas tous, mais certains d'entre vous, oui, ok, on nous parle de petite voix, c'est un peu parché, mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est facile. Chaque fois que vous avez une décision à prendre, écoutez votre cœur. Et pour passer à l'action, utilisez votre moteur. Et là, il y a le mettre en mode action. Et il va activer cette partie de vous qui surprend les autres, qui est créative, qui est capable du meilleur. Elle va se dire, comment fait-on? Et si on essayait ça? Parce que si on a vu que dans notre tête, sur le lecture scientifique, nous avons environ 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, soit 41 par minute. Ces pensées-là sont des phrases ou des mots que nous prononçons quotidiennement et le plus souvent inconsciemment au sujet de nous-mêmes, de la situation que nous sommes en train de vivre ou du monde qui nous entoure. Et que vous saviez que 80% de nos pensées sont négatives et que 95% de ces pensées sont les mêmes hier, aujourd'hui et demain. Alors, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus originaux que moi. Mettez votre mental au service de votre objectif plutôt que de le laisser ruminer. Comment fait-on? Et si on essayait ça? Et là, vous allez passer en action. Et c'est ça qui va renforcer votre sentiment de confiance en vous. Parce qu'en fait, la confiance en soi, la vraie, c'est quoi? C'est la certitude absolue que vous allez y arriver, quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous. Vous ne savez pas forcément au départ comment ni par quel moyen. Mais vous savez là, que vous allez y arriver. Et puis, Louis Tressa, il a envie de vous parler d'une femme pour qu'il y ait beaucoup d'admiration. C'est Oprah Winfrey. Alors, je suis désolée, elle est américaine, mais vous n'avez pas trouvé la version française. Donc, Oprah Winfrey, il faut savoir qu'elle a été renvoyée de se promener pote à la télévision pour inaptitude, tellement elle était nulle. Et pourtant, elle a eu confiance en elle. Elle a persévéré. Et elle a construit un véritable empire des médias. Elle a été classée la personnalité afro-américaine la plus inspirante du XXe siècle. Et cette femme extraordinaire nous dit, pensez comme une reine. Les reines n'ont pas peur de l'échec. L'échec est un trop-plein
odeur. Voilà. Je ne sais pas vous, mais j'adore cette phrase. Et maintenant, imaginons le cas de figure extrêmement rare, parce que ça correspond à 7% des cas. Malgré la persévérance, malgré la confiance en soi, vous n'y arrivez pas. C'est compliqué, hein? Eh bien, il y a une bonne secrète. Une bonne secrète peut réussir quand même. Donc, elle vous intéresse. Alors, avant de vous la donner, cette bonne secrète, je tiens quand même à vous mettre en garde. À partir du moment où vous la connaissez, vous ne pourrez plus jamais ne pas vous en servir. Mais c'est une bonne secrète, ce n'est pas facile. Vous avez la possibilité de partir maintenant avant d'être contaminé. Mais si vous ne partez pas, je considère que vous êtes prêt à l'entendre. Vous êtes prêt? Très bien. Vous êtes prêt? Alors, la bonne secrète, c'est demander de l'aide. Ah, pas facile. Demander de l'aide n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui ont un entourage qui les aide. Des collègues, des amis, des coachs, des mentors. Si vous ne demandez pas d'aide à ce moment-là, c'est exactement comme si vous alliez prendre le train dans une gare que vous ne connaissez pas. Essayez par exemple la gare d'Austerlitz à Paris en ce moment. Elle est en travaux. Et la dernière fois, je cherchais le quai numéro 21 et le quai s'arrêtait au numéro 7. Donc imaginez ce cas de figure. Vous cherchez le quai désespérément. Et le train finit par partir sur vous, parce que vous n'avez pas osé demander d'aide. Donc, je vais vous poser 2 questions. La première, qui parmi vous a déjà réussi quelque chose grâce à l'aide de quelqu'un d'autre? Et maintenant, qui parmi vous seul, qui lui a déjà raté une opportunité parce qu'il ou elle n'a pas osé demander d'aide? C'est ça. Parfois, pour le comprendre, il faut descendre très très bas et parfois même toucher tout. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en 2008, juste après avoir eu mon diplôme d'avocat. À ce moment-là, ma différence était un vrai problème pour moi. Je ne voyais que le côté négatif, les barrières qui se dressaient devant moi. Et quand on ne me respectait pas, quand on ne m'écoutait pas, quand on me disait des choses comme Virginie, tu es d'accord avec ta singularité, tu ne peux pas te mettre dans un métier en relation avec la clientèle, alors que c'était exactement là où mon ambition me portait. Je me disais, mais mon Dieu, ils ont raison, mais cache-toi. Et je me suis cachée pendant 10 ans. 10 ans. Et aujourd'hui, je suis conférencière, animatrice d'une émission de télévision. Que s'est-il passé?
Quand j'avais 20 ans, un avocat m'a dit, Virginie, ton handicap, c'est ta force. Il a vu que sur le coup, je n'ai pas bien compris. Je lui en ai même voulu, terriblement voulu, de si mal comprendre ma vie. Mais cet homme avait semé une graine. Et cette traille revenait dans ma tête comme un refrain. Et pourtant, je n'en ai rien fait pendant 10 ans. Et un jour, j'en ai eu assez de me sentir si mal, de me battre sur l'arrêt. Et j'ai voulu changer. Mais je ne savais pas comment, par quel moyen, par quoi commencer. Alors, je me suis fait aider. Et j'avais vu ce qu'il y a après de cette aventure 3 choses. La première, c'est que vous ne pouvez pas réussir si vous ne vous connaissez pas. Qui êtes-vous vraiment? Quels sont vos rêves? Quels sont vos talents? Quel est votre zone de génie personnel? Quelles sont vos valeurs? Vous ne pouvez pas réussir non plus si vous ne vous aimez pas de manière inconditionnelle. Avec évidemment la jolie partie, celle que vous montrez facilement aux autres. Mais aussi cette partie dont vous n'êtes pas fier, dont vous ne parlez pas forcément aux autres. Cette partie-là, il faut la préserver, la comprendre, la connaître, l'aimer. Vous ne pouvez pas non plus réussir si vous n'avez pas confiance en vous. La deuxième chose que j'ai appris, c'est justement à écouter cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Mais yes, calme !» Et je me suis autorisée à me tutoyer des étoiles. Et la troisième chose que j'ai compris, c'est que l'accident, l'échec, la maladie, la difficulté étaient des cadeaux de la vie pour me mettre sur le chemin de ma propre réussite. Tout est enseignement bienveillant pour m'orienter vers la meilleure version de moi-même. Celle qui est forte, celle qui est capable, celle qui est créative, celle qui trouve des solutions et y arrive. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. N'attendez pas que demander de l'aide devienne votre dernier recours avant l'échec. Ne vous dites pas obstinément, les autres y arrivent, donc je vais y arriver en poussant droit dans le mur. Faire preuve d'humilité nous permet d'aller plus loin et parfois même de nous sauver. Et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec vous si vous me dites que la réussite individuelle est le résultat d'un effort de volonté. Complètement d'accord. Sauf que, quand on regarde bien, il y a souvent une autre personne derrière vous, derrière votre réussite. Et d'ailleurs, demander de l'aide n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire. Ça veut dire que vous êtes capable de mettre votre ego de côté pour vous mettre au service d'un objectif. Ça veut dire que vous êtes capable de mettre votre réussite entre les mains d'autres personnes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est fort, c'est puissant. Et quand je vous dis que vous avez besoin de l'aide des autres, attention, nous n'avons pas besoin de l'aide de n'importe qui. Les personnes dont nous avons besoin sont celles qui veulent nous aider à aller dans le sens de notre rêve, de notre objectif. Toutes les autres
tout celle qui nous critique, qui nous tire vers le bas, dehors. C'est déjà dur d'être entrepreneur. Protégez-vous. « 90% des gens qui se lancent dans un projet, quel qu'il soit, renoncent. Seuls 10% veulent jusqu'au bout de leur rêve. Et vous le vivez à partir de ces 10%. Il y a le jusqu'au bout de vos rêves aussi. Vous le dites? Oui. Rappelez-vous ces 3 clés. Persévérance, confiance en soi. Et si c'est compliqué, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et d'ailleurs, je vous rassure, ce n'est pas avec qu'on a compris ces 3 clés qu'on a arrêté de les appliquer. Le dernier défi qu'on a relevé, c'est de faire la même conférence en anglais. Avec mon accent de sourde, en n'ayant pas pratiqué l'anglais depuis des années, en n'étant pas bilingue. Alors évidemment, il y a eu besoin de beaucoup de confiance en moi, de persévérance et de l'aide de personnes pour m'aider. Et en 2022, j'ai réalisé ce rêve 4 fois. Et aujourd'hui, je suis partie à l'international. Et maintenant que vous connaissez mes petits secrets, ceux d'une personne qui n'abandonne jamais, mais sortez-vous aussi de votre zone de repos. Autorisez-vous à rêver grand et poussez vers le meilleur de vous-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir construire la vie de vos rêves. Alors, passez vers l'action. Et s'il vous plaît, donnez-moi de vos nouvelles. Merci Virginie. Alors, est-ce qu'il y a des questions que l'on peut relayer? Par contre, si vous voulez poser une question, il faut mettre la caméra en visible pour que Virginie puisse lire sur vos lèvres. Est-ce que quelqu'un a une question? Et rassurez-vous, même si vous avez le sentiment de ne pas forcément articuler, etc., j'ai la reconnaissance vocale qui retranscrit tout par écrit. Donc soyez vraiment à l'aise comme si vous n'étiez pas sourde. Moi, j'ai une question. Vous avez un parcours effectivement atypique et j'imagine quand même que tout ce que vous venez de décrire, il y a eu des moments sans doute très difficiles, avec beaucoup de doutes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se relève? Parce que j'imagine que vous avez dû vous relever plusieurs fois et que ça n'a pas dû être simple. Comment on fait pour se relever finalement à chaque fois et qu'est-ce qui vous a motivé à chaque fois à vous relever et à aller jusqu'au bout? Alors, qui m'a motivée, c'est 2 choses. La première, c'est quand les personnes me mettaient des barrières que je ne me mettais pas. Ça m'énervait tellement que mon côté rebelle prenait le relais et on avançait. La deuxième chose, c'est que ça n'avait rien à voir avec les personnes. C'était au fait d'accepter que parfois, en fait, le chemin que j'avais choisi n'était pas forcément le bon. Mais que ça ne voulait pas forcément dire qu'il fallait remettre en cause l'objectif. C'est exactement comme si vous aviez le Mont Blanc. Vous avez un seul sommet, mais plusieurs versions. Et parfois, il suffit de changer de perspective et essayer une autre version. Ça, c'est vraiment intéressant, effectivement, comme réponse. On a une question d'Ismaël. Alors, il demande, est-ce que demander de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, mais est-ce que ce n'est pas envoyer le message aux autres qu'on est faible? Et pas forcément. Pas que justement, on a de très bons exemples dans la vie professionnelle. Là, nous avons un grand directeur de CAC 40 qui vient d'annoncer à tout le monde qu'il avait un cancer. Est-ce que vous trouvez ça faible? Est-ce que vous trouvez ça courageux? En fait, tout dépend de la manière dont on fait les choses.
et qu'on se positionne en victime, qu'on se positionne en personne à qui il arrive quelque chose, mais qui est toujours dans l'action, dans le contrôle de sa vie et dans le OK, eh ben, on va trouver une solution. Et vous allez m'aider à trouver cette solution. Donc, en gros, est-ce qu'on a un leader ou est-ce qu'on a une victime? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Ismaël? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour Virginie. Pourquoi avez-vous choisi le métier d'avocate et est-ce que vous aviez d'autres projets? Alors, ça, c'est la question d'une personne qui n'a pas lu mon livre. Je plaisante, mais si vous avez lu mon livre, vous auriez sûr qu'au départ, mon rêve était d'être vétérinaire. Et puis, quand on est mineur, ce n'est pas toujours nous qui prenons les décisions. Ma mère s'est opposée donc à mon choix d'études, parce qu'elle était elle-même dans le milieu médical et pensait que ça ne me correspondait pas. Donc, en fait, au départ, j'ai choisi le droit par défaut. Et puis, en fait, très vite, je me suis dit, non, mais en fait, ça me correspond exactement. Parce que, un, je suis une rebelle. Deux, j'ai été une victime pendant des années. Mais victime, évidemment, au niveau de l'école, au niveau du regard des autres, mais aussi victime sur des sujets, on va dire, un petit peu plus délicats, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue harcèlement, etc. Et donc, je faisais partie de celles qui parlaient, de celles qui se défendaient. Et je voyais bien autour de moi qu'il y avait très peu de personnes qui avaient cette personnalité-là. Et donc, je me suis dit, bah alors, je vais prendre la parole pour défendre en fait toutes ces personnes qui n'osent pas se défendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'imprégner en fait de ce métier d'avocat qui finalement était complètement ma vie. Quels ont été vos principaux soutiens? Alors, quels sont mes principaux soutiens? Alors, j'ai un certain nombre de soutiens comme tout le monde, j'ai évidemment des soutiens personnels, donc comme mon conjoint, mes amis, mes enfants. J'ai également des soutiens qui sont un petit peu plus matériels, c'est-à-dire tout ce que j'ai mis en place, en fait, pour prendre soin de moi au moment où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, par exemple, ça va être des choses assez basiques, comme la lecture. M'apprenez au fait de parcourir d'autres personnes, de trouver des solutions pour moi m'aider à trouver les naines, ou alors tout simplement pour prendre un bain, un mettre des bougies, de la mousse et tout ça. Et puis d'un point de vue plus organisationnel, quand j'en ai besoin, je prends également des coachs. Il y a plusieurs coachs, des coachs professionnels, des coachs passionnels et des coachs pour m'aider à faire les choses quand je n'ai pas les compétences. Alors, Ismaël a une autre question. Comment faites-vous pour ne pas vous sentir offensé quand quelqu'un s'inquiète pour vous ou vous propose son aide? Alors, être totalement transparente, parfois ça m'énerve. Parfois ça me renvoie d'une certaine manière à ma situation de handicap, celle qui dépend des autres. En fait, tout dépend de la manière dont c'est fait. Si j'ai le sentiment de maîtriser la situation et qu'on me propose de l'aide à ce moment-là, de me dire mais qu'est-ce que j'ai envoyé comme signal pour que la personne en fait me propose son aide. Donc, petite remise en question. Quand ça arrive effectivement dans une situation où je suis en difficulté, là au contraire, je trouve ça génial. Je me dis d'une certaine manière, c'est une personne qui a de l'empathie. C'est une personne en fait qui s'est vraiment intéressée à moi, inquiétée pour moi. Donc, je la remercie en fait de cette démarche. Mais c'est vrai que selon le moment, selon les situations, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Mais de manière générale, je suis aussi observée en fait, dans cette situation où j'avais envie d'aider les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi aussi, parfois, proposer mon aide de manière un peu maladroite, même si je suis sensibilisée. Donc, il y a aussi beaucoup de bienveillance en fait.
vis-à-vis de ces personnes que le courage a fait de proposer, alors qu'on est quand même dans un mode qui n'est pas très facile de manière générale. Et ça, tout le monde sa place. Donc on ne va pas les décourager quand même. Une autre question, avez-vous aujourd'hui encore des difficultés, quelles qu'elles soient, dans la vie de tous les jours, ainsi qu'au niveau professionnel? Alors, les difficultés de la vie de tous les jours, bah, bien sûr, ça y est, les mêmes difficultés que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il va mieux que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a plus ou moins besoin de quelque chose, ou d'argent, ou d'obtenir après. Par exemple, en ce moment, il essaye d'obtenir après, et avec les taux d'intérêt, les banques sont un petit peu pénibles, parce qu'elles ne délivrent plus de prêts. Donc, il y a les mêmes difficultés en réalité que tout le monde. Et après, concernant mon handicap, oui, il y a toutes les difficultés d'accessibilité, c'est-à-dire si vous portez un masque et que vous le sur vos lèvres, évidemment, ça me met en réelle difficulté. Toutes les personnes qui n'articulent pas, tous les messieurs, je suis désolée pour vous, si vous portez une barbe ou une moustache, vous ne mettez pas du tout. Toutes les personnes qui n'articulent pas, toutes les situations, par exemple le théâtre, la musique, les formations. Quand vous êtes dans des formations collectives où tout le monde parle en même temps, enfin, toutes les situations où je suis récepteur d'un message avec des perturbations, pour moi, évidemment, c'est compliqué. Alors, j'ai trouvé des solutions techniques. Et parfois, c'est la personne qui m'accompagne qui me permet de rattraper un petit peu le train. D'un point de vue professionnel, alors sincèrement, j'ai le sentiment d'être très privilégiée. Parce qu'au départ, comme M. Lossier, j'avais peur, en fait, de mon handicap, pas peur au client. Et la réalité, c'est que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on me choisit aussi par rapport à ma situation de handicap, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que je peux apporter, que j'ai développé grâce à mon handicap. Donc, les difficultés de la vie professionnelle, ça serait surtout quand la technologie ne marche pas. Par exemple, là, je vous reprends en fait avec de la reconnaissance vocale, mais imaginons que la connexion Internet saute. Là, c'est déjà compliqué. Vous voyez? David, tu t'es mis en visio, tu veux poser une question? Oui, bonsoir. Bonsoir Virginie. Ça, J'ai regardé votre parcours et vous avez un parcours très orienté juridique, avocat. Qu'est-ce qui vous a envie d'aller vers le coaching et finalement d'accompagner et d'aider les gens? alors, en fait, je suis déjà coach. Donc, parce que ce qui fait que j'ai eu envie, en fait, c'est parce que tout au long de mon parcours, j'ai vécu un certain nombre de choses. Donc, j'ai vécu évidemment mon rapport au handicap. Avec, au travers de ce cheminement, une dépression avec préparation de mon suicide. Et à cause de ça, quelque part, j'ai été repêchée et je me suis retrouvée chez une thérapeute malgré moi. Et pourtant, on avait fait des thérapeutes, mais bon, celle-ci était la bonne personne. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur moi. Et je me suis rendu compte qu'une grande partie de mes problèmes n'avait rien à voir avec mon handicap. Sauf que c'est très confortable, en fait, pour tout le monde, de mettre le mal-être d'une personne derrière le handicap. Moi, la réalité, c'est qu'effectivement, il y avait mon handicap, puisque je n'ai pas fait tous les jours, mais c'était 20% du problème. Tout le reste, c'était ma famille. Donc, et puis c'était aussi mon rapport, en fait, avec les gens, c'était tous les biais que je pouvais avoir dans ma relation avec les gens, et le principe du biais de confirmation, qui était le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Et puis, j'ai réglé tous mes problèmes dans ma vie personnelle, j'étais très heureuse. Et ensuite, quand je suis arrivée dans la vie professionnelle où j'ai essayé de transposer tout ça, eh bien, j'ai eu de nouvelles difficultés. Parce qu'en fait, vous dire que dans la vie professionnelle en entreprise, aujourd'hui, tout qu'on n'a pas forcément réglé dans sa vie personnelle.
à savoir le rapport hiérarchique, à savoir trouver sa place, etc. Et donc, évidemment, je suis repartie pour un tour, de beaucoup travailler dessus. Et quand les gens autour de moi ont commencé à avoir les résultats, à savoir évidemment une carrière qui explosait, ils ont commencé à me demander comment j'avais fait. Et toutes les personnes en fait, qui se retrouvaient sur une partie de mon parcours me demandaient en fait comment j'avais trouvé des solutions et comment je pouvais les aider à trouver des solutions. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu envie d'être certifiée coach. Une fois que j'ai réglé mon syndrome de l'imposteur, parce qu'évidemment, pour moi, le coach était beaucoup plus intelligent que moi et beaucoup plus compétent, brillant que je ne pouvais l'être. Merci. On a encore une question. Arrive-t-on un jour à accepter son handicap personnellement? Alors, oui, à titre personnel, c'est justement que j'ai découvert en fait, au travers de toute cette partie que j'ai travaillé en, fait, en thérapie. C'est que dans ce qui n'allait pas dans ma démarche, c'est que je ne voyais que le verre à moitié vide. C'est-à-dire tout ce que je ne pouvais pas faire à cause de mon handicap. Toutes les barrières que je pouvais avoir et tout ça. Et j'essayais en fait de surpasser ces barrières. Mais le moteur qui m'animait était la colère. Le sentiment de bêtise, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire en fait tout que j'avais développé grâce à mon handicap, tout comme mon handicap, entre guillemets, me permettait de vivre et de faire de différents. Là, je me suis rendu compte en réalité, c'était presque une chose. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un cadeau. Pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Naturellement, je ne peux pas téléphoner, suivre une réunion sénégalaise, la musique qu'on oublie, les films français qui n'ont pas le sous-titrage, je n'y comprends rien. Et comme j'ai eu mes premiers films sous-titrés à 18 ans, vous imaginez bien ma culture générale au niveau musical et au niveau des séries de notre enfant. Zéro. Zéro. Donc, en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas avec ce handicap. J'ai mis 20 ans pour apprendre à parler, je n'ai toujours pas parfait. Je galère pour la langue étrangère. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Sauf que de l'autre côté, bah, comme il fallait compenser en fait ce handicap, ça m'a permis de développer vitesse de lecture hors norme, créativité hors norme, capacité de résilience, plein de choses en fait qui me permettent en fait aujourd'hui de faire la différence dans ma vie professionnelle. Ça m'a permis aussi de véritablement connaître les gens. Mais que par exemple, quand une personne nous côtoie, si à première vue, elle nous a pas baladé, elle est agressive, etc., ça illustre un petit peu ce degré d'ouverture d'esprit. Mais pas forcément ce degré d'ouverture d'esprit vis-à-vis de nous, c'est vis-à-vis du monde en général. Donc ça veut dire que c'est une personne en fait, qui est étroite d'esprit, qui est fermée, qui n'a pas remis en question ses croyances encore, qui n'est pas capable en fait d'aller au-delà des apparences, qui est complètement normée. Et puis en fait, vous avez la chance d'avoir compris ça. Donc en fait, bah, cette personne, elle vous traite comme elle vous traite, peu importe. Mais vous savez que ce n'est pas une personne qui vous mérite. Et donc vous ne l'accepterez pas dans votre univers personnel ou professionnel. Vous avez aussi cette chose, quelque part, de faire le tri très naturellement entre les gens. Donc vous connaissez le pire de l'homme, ça c'est sûr, mais vous connaissez aussi le meilleur. C'est-à-dire toutes ces personnes, tous ces anonymes, en fait, qui vous donnent des pages, qui font des parts dans votre tempête personnelle, toutes ces personnes, en fait, qui donnent la main à leur prochain, etc. Et vous vous dites quand même, dans notre pays, on aime vraiment beaucoup, beaucoup de belles personnes. Et puis la troisième chose, c'est que ça vous permet, en fait, de vivre des choses que personne ne vit. Donc, par exemple, quand il y a eu le concours d'éloquence en 2019, je suis arrivée en finale. Et là, si vous n'avez pas eu ce handicap, vous ne serez pas arrivé en finale, ça c'est sûr. Vous n'aurez pas été invité à l'Élysée, vous n'aurez pas été marié à une activité de conférencière,
Je ne serai pas la conférencière par à l'international que vous avez aujourd'hui devant vous. Parce que justement, le fait de m'être battue, le fait d'être sortie de ma position m'a rendue différente. Et aujourd'hui, je n'ai pleine force. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup, Virginie. Si vous aviez une conclusion et peut-être un mot ou une phrase d'encouragement pour toutes ces personnes qui nous regardent ouais, un mot d'espoir et en tout cas d'engagement et de volontarisme pour se prouver des choses et pour se prouver qu'on peut y arriver, ce serait quoi? Alors oui, j'ai deux messages même. Le premier, derrière le plus grand peur, se cache le plus précieux trésor. Alors que je vous dis peur, je vous parle de peur la plus profonde. Clairement. En fait, de peur, c'est aussi puissant que vos désirs. Donc plus votre peur est grande, plus en réalité votre désir est grand. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand une personne différente se lève et brille. Sur le savoir, elle se lève pour toutes les personnes différentes. Et vous, êtes-vous prêts? Je crois que si on n'est pas prêt avec tout ce que vous venez de nous dire, c'est que vraiment, on a nous aussi, on n'entend pas, mais d'une autre façon dans ce cas-là. Merci beaucoup, Virginie. Merci de votre présence. On a été ravis de vous accueillir et on a bien compris qu'il fallait donner de nos nouvelles. Donc, on n'hésitera pas à vous faire des petits messages. Plein de belles choses encore dans votre parcours. Vous n'avez pas besoin de nous, vraisemblablement, puisque tout va bien. Bon, on vous souhaite de continuer sur cette belle route en tous les cas. Et on dit au revoir comme ça? C'est Merci ça? beaucoup. Et bonne continuation à vous également. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Oui. Travaillez. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Et ça? Bonne continuation et beaucoup de bonheur dans vos projets. Merci. Au revoir. Merci à tous.